Bonjour. Avant de démarrer ce module, quelques mots concernant la mise à jour que j'en ai fait au mois de juillet 2020. De manière générale, il y a peu de changements au niveau du contenu, puisque ISO 45001 n'a pas changé. Par contre, mon adresse de courriel a été modifiée. Auparavant, c'était rhould à commercialintegriso.com. Maintenant, c'est à commercialintegriso.ca. Donc, l'adresse que vous devrez utiliser pour communiquer avec moi, c'est rhould@commercialintegriso.ca et non pas .com. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon visionnement. Cette chaîne YouTube porte sur des sujets sur lesquels M. René Hood intervient régulièrement en entreprise, c'est-à-dire les normes ISO. Il traite également de systèmes de formation. Ce travail, lorsqu'il est effectué en entreprise, se fait sous l'égide de la compagnie Integriso, qu'il a lui-même formée à titre de travailleur autonome. Le nom Integriso montre bien qu'il travaille sur ISO. Il montre également qu'il vise à intégrer les systèmes de management dans les différents sujets. Et ça dit aussi qu'il tente de travailler avec la plus grande intégrité possible, respecter les délais, respecter les budgets et rendre le client autonome plutôt que de le garder prisonnier de ses interventions. Le sujet ISO 45001 Présentation générale a été scindé en 2 modules pour maintenir une durée raisonnable. Le premier module, c'est une introduction qui nous mène vers une norme internationale en santé-sécurité. Le second module porte spécifiquement sur un survol d'ISO 45001. Donc, pour notre sujet ISO 45001, voici notre deuxième module qui s'intitule « Survol d'ISO 45001 ». Le plan du module suit exactement la structure cadre, la HLS, qui comporte 10 sections. Dans un premier temps, nous allons présenter les sections informatives. Il y en a 3, qui sont les sections où l'on présente certaines informations, mais qui ne sont pas auditables. L'entreprise n'a pas à structurer quoi que ce soit pour ces sections-là. Ce sont les sections 1, 2 et 3. Par la suite, nous allons décrire la section 4, qui porte sur le contexte de l'organisme. La section 5, qui porte sur le leadership et la participation des travailleurs. La section 6, qui porte sur la planification, qui est le gros point, en fait, dans l'implantation d'un système comme ça. La section 7, qui décrit le support apporté aux intervenants dans la logistique du système. La section 8 parle de la réalisation d'une activité opérationnelle, donc le contrôle opérationnel. La section 9 nous dit comment évaluer les performances et la section 10 porte sur l'amélioration. Commençons à examiner le contenu de la norme. D'abord, l'introduction, qu'on appelle section 0, même si dans la norme, on ne parle pas de section 0, sauf que les subdivisions sont 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etc. Cette section n'est pas auditable. Par contre, elle explicite certains concepts importants auxquels il est utile de s'arrêter et qui permettent de comprendre où on s'en va avec tout ça. Le premier élément qui mérite d'être signalé, c'est l'objectif d'un système de management de santé et sécurité qui est décrit. Le deuxième, c'est la section 0.3 qui décrit les facteurs de réussite. Et le troisième élément intéressant, c'est la partie 0.4 qui décrit le cycle PDCA. PDCA qui veut dire Plan, Do, Check, Act et qu'on traduit en français planifier, réaliser, vérifier et améliorer. Donc le cycle PDCA, c'est la roue de Deming qui est omniprésente dans les normes ISO et de manière générale dans tout ce qui concerne l'amélioration continue.
Examinons les premières sections qui sont numérotées. La première, c'est le domaine d'application de la norme, qui ne nous intéresse que peu, qui est très général. Les références normatives, il n'y en a pas. Ça fait partie de la structure cadre de mentionner les références normatives, mais il n'y en a pas. La troisième porte sur les termes et définitions, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous permet de comprendre certains termes qui sont utilisés dans la norme. Comme on l'a dit, ces trois sections ne constituent pas des exigences, donc ne sont pas auditables, mais ce qui est très intéressant, c'est que la structure cadre, la High-Level Structure, qui est le plan général que toutes les normes de management respectent, propose des définitions. Donc, il y a des définitions qui sont communes à toutes les normes de management. En ce qui nous concerne, 9000, 14000, 45001. Donc, ça vaut la peine de s'y arrêter. Regardons quelques définitions. La première, c'est le 3.2, qui est partie intéressée, pour lequel on utilise parfois partie prenante comme synonyme. C'est une personne ou un organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité. C'est quelque chose qu'il est important de garder à l'esprit parce qu'on nous demande de tenir compte des parties intéressées dans la norme. Le concept de danger. Qu'est-ce qu'un danger? On en a parlé dans les présentations précédentes. C'est une source susceptible de causer un traumatisme et ou une pathologie. Et l'exemple que j'utilise souvent, c'est l'électricité, qui est un danger qui peut causer l'électrocution. Donc, le danger, c'est ce qui peut nous faire mal. Le risque, c'est l'effet de l'incertitude. Et le risque pour la santé et la sécurité au travail, c'est la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement négatif ou une exposition dangereuse liée au travail et de la gravité des traumatismes et ou pathologies pouvant être causées par l'événement ou l'exposition. Ça, ici, c'est un concept important parce que le risque, c'est par rapport à un danger. C'est dans quelle mesure le danger peut nous faire mal. Et pour ça, il y a deux termes, deux critères qui sont classiques. C'est la probabilité et la gravité des traumatismes. Si quelque chose peut nous tuer, évidemment, le risque sera plus élevé que si c'est simplement une égratignure. De la même manière, s'il y a de fortes chances qu'on se blesse, évidemment, ce sera une autre façon d'augmenter le risque. Donc, le risque, en principe, c'est quelque chose qui se mesure, c'est le résultat d'une mesure. Les processus, ce sont les ensembles d'activités corrélées ou en interaction qui transforment les activités d'entrée en éléments de sortie. C'est général, mais c'est quand même quelque chose qui est important et on parle beaucoup de processus dans les normes ISO. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet, soit les sections auditables. La première, c'est la section 4, le contexte de l'organisme. La section 4 est subdivisée en 4 sous-sections. La première dit comment on doit comprendre l'organisme et son contexte. La seconde, comment on doit tenir compte des besoins et des attentes des travailleurs et des autres parties intéressées. Ensuite, on doit déterminer le périmètre du système de management, sur quoi le système porte et, en dernier lieu, quelques éléments généraux sur les systèmes de management de santé et sécurité. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde le plan de la section. Et dans un deuxième tableau pour la même section, on résume ce que cette section nous demande. On va le faire pour les sections 4 à 10, toujours deux tableaux, un qui présente le plan, l'autre qui explique sommairement ce qu'il faut faire. La section 4 détermine qu'il faut inventorier tous les enjeux internes et externes ainsi que les processus qui influencent directement et indirectement sur la performance en santé et sécurité, la performance du système de management. La différence entre la performance en santé et sécurité
Et la performance du système, c'est est-ce qu'on a de bons résultats? Ça, c'est notre performance en santé et sécurité. La performance du système, est-ce que notre système fonctionne bien? Deuxièmement, on doit identifier les opportunités d'amélioration du système de management de la santé et sécurité. Comment on peut améliorer notre système de management? Bien sûr, quand on parle de risques et opportunités, souvent, on utilise les deux conjointement. Ça fait référence à l'analyse dont on a déjà parlé, qui est l'analyse SWOT, c'est-à-dire Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Threat qui veut dire menace. Donc, on ne doit pas tenir compte uniquement des risques, mais aussi des opportunités d'amélioration. On doit identifier les parties intéressées par notre système de management, déterminer leurs besoins et leurs attentes qui peuvent devenir des exigences. On va voir que les exigences, c'est un concept relativement large. La section 5 traite du leadership et de la participation des travailleurs. Encore là, 4 sous-sections. La première, le leadership et l'engagement. On a déjà dit que dans les nouvelles normes ISO, on veut que les systèmes soient intégrés au système de gestion stratégique de l'organisme. Donc, le leadership et l'engagement sont extrêmement importants. On doit avoir une politique en santé-sécurité qui comporte un certain nombre de critères. On doit définir les rôles, les responsabilités et l'autorité au sein de l'organisme. Quand on met en place une structure, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire et de quoi il est responsable, de quoi il est redevable dans le fond. Et en 5.4, on détermine comment et à combien de reprises on doit consulter et permettre au milieu des travailleurs de participer, puisque en santé-sécurité, on parle toujours de l'importance de la participation. De manière plus concrète, les 4 sous-sections de la section 5 nous indiquent qu'il faut que la direction démontre son leadership en assurant une logistique efficace au système de management de santé et sécurité et en assurant des redditions de comptes à cet égard. Deuxièmement, que le système de management santé et sécurité soit compatible avec l'orientation stratégique de l'organisme. Que la politique comporte l'engagement à l'amélioration continue ainsi que certains critères et mettent en évidence les valeurs de l'organisme. Que le personnel à tous les niveaux connaisse ses rôles et ses responsabilités et dispose de toutes les ressources nécessaires au maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire. Et en dernier lieu, que les moyens nécessaires soient pris afin d'assurer la consultation et la participation des travailleurs à l'effort de prévention. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour décrire de façon générale la section 5. Évidemment, quand on veut agir sur quelque chose, il faut planifier. Planifier, ça veut dire 2 choses. Connaître notre situation et nos problèmes, ainsi que nos opportunités. Et ensuite, planifier, établir des objectifs, des plans d'action. Donc, la section 6 est subdivisée en 2 grandes parties. La première porte sur les actions à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités. C'est comment on va se diagnostiquer. Pour se diagnostiquer, on doit identifier les dangers, évaluer les risques et opportunités. Ensuite, on doit déterminer qu'est-ce que le gouvernement ou les gens qui ont autorité sur nous attendent de nous. Et on doit planifier les actions pour tenir compte de ce qu'on vient de déterminer. Par la suite, il faut établir des objectifs et planifier des actions pour les atteindre. On voit ici une certaine redondance avec l'article 6.1.4 où on parle de planification d'action 2 fois. Effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu redondant. Donc, on doit mettre en place des objectifs, puis on doit planifier pour l'atteinte de nos objectifs.
Donc 6.1.4 et 6.2.2, c'est quelque chose qui est un petit peu redondant, mais bon, on peut vivre avec ça. Concrètement, comment on peut résumer la section 6? D'abord, il faut identifier les dangers. Il faut procéder à des analyses de risque. Un point que l'on peut souligner ici à ce sujet, c'est que lorsqu'on parle d'analyse de risque dans la norme, à cet article-ci, on ne donne aucune indication quant à la façon, la méthode d'analyse de risque. Alors que quand on définit ce qu'est un risque en santé et sécurité, dans la section définition, on parle de gravité et de fréquence. Donc, notre méthode d'analyse de risque doit tenir compte de ces deux grands volets-là. On doit aussi prioriser les dangers susceptibles de provoquer des accidents et des maladies professionnelles. Les menaces ainsi que les opportunités toujours susceptibles d'influencer sur la performance de notre système de management. Il faut que toutes les exigences applicables soient inventoriées. Donc, dans un premier temps, il faut faire l'inventaire des exigences légales. Bien sûr, plus tard, on nous dira qu'on doit se conformer. Il faut que les plans d'action soient établis et gérés de manière à réduire les risques les plus importants et obtenir la conformité aux exigences. Également que des objectifs santé-sécurité soient définis en cohérence avec notre stratégie d'entreprise. Donc, évidemment, des objectifs vont nécessairement avec des plans d'action. Encore une fois, ici, il y a la petite redondance dont on a parlé. Donc, pour le point 2, l'analyse SWOT, c'est-à-dire Strengths, Weakness, Opportunities et Threats, peut être utile. On en a déjà parlé dans des présentations précédentes. C'est donc une façon classique de faire l'analyse stratégique de notre situation. La section 7 parle de support. Évidemment, à partir du moment où on veut que les choses se fassent, il faut donner des ressources, il faut donner un soutien. Donc, la section 7 est subdivisée en 5 sous-sections. Premièrement, les ressources de manière générale. Quelles sont les ressources qu'il faut mettre en place ou mettre à la disposition des gens qui ont à opérer le système? La deuxième, c'est les compétences. On ne peut absolument rien faire si les gens ne sont pas compétents. Également, la sensibilisation et la prise de conscience. Il faut s'organiser pour sensibiliser tous les intervenants de l'entreprise à faire une prise de conscience concernant la santé et la sécurité. On doit communiquer à l'interne, établir des moyens de communication à l'interne et à l'externe. On doit également documenter. Auparavant, on parlait de documents et d'enregistrement. Ici, on a fusionné les deux en parlant d'informations documentées. On en parle de façon générale. On dit comment on doit créer et faire la mise à jour des informations documentées, toujours de manière très générale, ce qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut, mais dans la mesure où on s'assure d'avoir une maîtrise des informations documentées. Donc, normalement, auparavant, un document, c'était, par exemple, le formulaire vierge, alors que l'enregistrement, c'était le formulaire complété. Donc, l'enregistrement, c'était la preuve qu'une activité avait été réalisée. Nous avons présenté la table des matières. On peut donc résumer sommairement de quoi il est question. La section 7 détermine qu'il faut mettre en place une logistique qui permettra aux employés à tous les niveaux de contribuer efficacement aux performances attendues en santé-sécurité. La logistique comprend des ressources matérielles et financières, la formation et l'information, la communication et les ressources documentaires, ce qu'on appelle les informations documentées, et la maîtrise de ces informations. Normalement, par opposition à un enregistrement, un document peut être mis à jour, modifié, peut avoir plusieurs versions.
Un enregistrement, c'est la preuve d'une activité, d'un résultat d'une activité. Par exemple, une mesure qu'un appareil de mesure va nous donner. Normalement, un enregistrement, une fois qu'il est confirmé, ne peut plus être modifié. C'est un peu la nuance qu'il y a à faire entre un document et un enregistrement. Mais la nouvelle version des normes ne fait plus la différence entre les documents et les enregistrements. Toute cette documentation-là est appelée information documentée. Précisons également qu'auparavant, on exigeait des procédures documentées à bien des endroits. Maintenant, on se maintient surtout sur les enregistrements au niveau des informations documentées qui sont explicitement mentionnées dans la norme. Section 8. La réalisation des activités opérationnelles. Bien sûr, on est dans l'opérationnel. 2 sections. La première traite de la planification et de la maîtrise opérationnelle. Quelques généralités. Ensuite, on précise les méthodes d'élimination des dangers et de réduction des risques. On parle aussi de pilotage du changement, forcément. Toutes ces modifications-là supposent des changements qui doivent être pilotés. On parle également d'acquisition de biens et de services, c'est-à-dire, dans certains cas, de ce qu'on appelait avant l'externalisation, c'est-à-dire ce que les fournisseurs, les entrepreneurs vont faire pour nous. Deuxième grande section, c'est la section 8.2 qui traite des situations d'urgence. Évidemment, en santé et sécurité, les situations d'urgence ont de l'importance. Et par contre, il y a aussi un chevauchement avec l'environnement. Donc, les organismes qui ont déjà un système ISO 14001 sont déjà, dans la plupart des cas, organisés face à la question des situations d'urgence. On se résume encore une fois. Qu'est-ce que la section 8 nous dit qu'il faut faire? Il faut que les actions permettant de contenir des risques associés à tous les dangers inventoriés soient identifiées et maintenues conformément au concept de diligence raisonnable. On en a déjà parlé, et c'est certain que la diligence raisonnable est un aspect très important en santé-sécurité. Il faut également que la gestion des risques soit étendue aux situations d'urgence, aux processus externalisés, aux sous-traitants et aux achats de biens et services. Également que les initiatives de réduction du risque soient hiérarchisées. C'est tout à fait classique, on privilégie l'élimination à la source. Si ce n'est pas possible, on peut passer à des substitutions de produits et d'équipements. Ensuite, on a le concept de protection collective, les mesures administratives, la protection individuelle. Ce qu'on pourrait ajouter en dernier lieu, c'est tout simplement faire attention, dire aux gens, motiver les gens à faire attention, ce qui est considéré comme l'approche la moins efficace. On a 10 sections et nous en sommes à la section 9. Nous avons vu ce qu'il faut faire. Maintenant, on va parler de l'évaluation de vos performances. Il y a 3 aspects à l'évaluation des performances. Premièrement, la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation de la performance. On présente quelques généralités et aussi on parle de l'évaluation de la conformité. On a vu précédemment qu'il doit y avoir un inventaire des exigences légales, réglementaires et autres. Ici, on nous dit qu'il faut absolument évaluer notre conformité, bien sûr, en ayant comme approche d'obtenir la conformité maximale aux exigences. Les audits internes, c'est certain que les audits sont un élément important dans tous les systèmes de management. Quelques généralités. Ensuite, on traite du programme d'audit interne. En règle générale, la ligne directrice pour les audits, c'est la norme 19001 qui donne des consignes générales sur la façon de réaliser des audits. En dernier lieu, pour évaluer les performances, les points 9.1, 9.2 nous donnent de l'information. Ces informations-là doivent être acheminées à la revue de direction, qui doit prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner le système et l'améliorer.
En résumé, il faut se donner les moyens d'évaluer avec fiabilité les paramètres quantifiables susceptibles d'assurer la bonne performance, ce qu'on appelle le mesurage. Il faut évaluer la conformité de l'organisme aux exigences légales et autres. Il faut évaluer les paramètres de performance non quantifiables à l'aide d'un programme d'audit interne. On dit souvent que ce qui ne se mesure pas ne peut pas durer. C'est vrai dans bien des cas, sauf qu'il y a des choses qui ne se mesurent pas et qu'on peut quand même gérer et améliorer. Des choses qui ne se mesurent pas, ça va être, par exemple, le degré de conformité de l'application d'une procédure. Ce sont des choses qu'on va aller évaluer avec des audits. On va devoir aussi analyser et ajuster les performances du système de management au niveau de la direction. Tout part de la tête, évidemment. C'est la direction qui doit donner les orientations. Dernière section, section 10, qui traite d'amélioration. On a 3 sous-sections. Une qui traite de généralité, une qui parle des événements indésirables de non-conformité, des actions correctives. Rappelons qu'on ne parle plus d'actions préventives, étant donné que notre analyse de risque nous a permis d'identifier des menaces et des opportunités. Donc, les opportunités sont gérées par ce qu'on appelait auparavant des actions préventives. Maintenant, les événements indésirables, ce sont les accidents avec ou sans blessure. Les non-conformités de système et bien sûr les actions correctives qui vont nous permettre de ramener les choses au niveau désiré. Et en dernier lieu, d'amélioration continue. Quelques consignes concernant l'amélioration continue. Donc, pour une dernière fois, qu'est-ce que la section 10 nous dit de faire? En résumé, on doit gérer les événements indésirables et de non-conformité, ainsi que les actions correctives qui en découlent. Se doter d'un processus visant à améliorer de manière systématique et documentée la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la santé et sécurité du travail, et viser à ce que le fonctionnement du système permette l'amélioration des performances en santé et sécurité. Voilà donc le survol que nous voulions faire du système de notre norme ISO 45001.